jaliada alale ga jaliada alale ga mansayada awa kubeni magole fan mujabati mamaso magonde jabati mande kabalo mujabati mande magonde jabati mande bosilo mujabati mande magolo magala. Le professeur Sekele Modi Sissoko, paix à son âme, a écrit: le Kasso est une des vieilles provinces historiques du Soudan occidental. Un petit pays par son étendue géographique et par sa population, mais grand par le rôle éminent joué dans l'histoire du Haut-Sénégal. Le Kasso est un nom bâti par l'effort de survie d'un peuple divisé face à ses grands voisins. Fin de citation. Le Kasso s'étend de Bafoullabé à l'est à Bunguru à l'ouest de Kaï, de part et d'autre du fleuve Sénégal, sur une longueur de plus de 120 km. Une zone carrefour entre les pays soninké, malinké, tout couleur, kakolo, etc. Le Kasso, par le génie et la bravoure de ses hommes, est le fruit d'une longue et pétillante histoire. Sa population, selon les traditions, est essentiellement d'origine peul, venue du Bakounou et du Fouta-Toro s'installer au milieu des Malinké en gardant leurs traits physiques. Ce serait au XVe et XVIe siècle, mais c'est au milieu du XVIIe siècle que les Khassonké s'organisèrent en chefferie. À ce niveau, deux repères, Djadje Koundabalo et Tumbifara. Le Khasso est né à partir de Djadje Koundabalo, un peul venu du Massina, porteur de Kassa. D'où le nom Assonike Kassan Kenyan, qui donna le nom de Khasso en déformation linguistique. Djadje Diallo, dit Djadje Koundabalo, donc est le premier peuple venu s'installer auprès de Soninké Diawara dans le Khasso, d'où la naissance de Khasso. Ça, c'était au XVIe siècle. Et après Djadje, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais c'est réellement à partir de Yamadou Hawa que le Mansaya est né au Khasso. Avant Yamadou Hawa, il n'y avait pas de Mansaya, c'est-à-dire il n'y avait pas de Ouraouti au Khasso. C'était des Khassonké regroupés, ceci et par-là. Mais toute l'histoire tourne autour de Tumbifara. C'est pourquoi nous disons que Tumbifara, c'est à trois aspects. Il y a d'abord le dégué de Tumbifara, qui a réuni 9 personnes, dont nous, les Sako, par les personnes de Sagati Bali Sako et de Keletiki Wali Sako, de Hawa Demba, de Massa Ousubi, Massa Sara, Seni Kumbara, Seni Damra et Massa Saran Kanti. Les 9 personnes se sont jurées de s'entraider, même s'il faut trouver la mort. Ça, c'était le pacte de Tumbifara. Là, c'était en 1610. Après le pacte de Tumbifara, il y a eu la charte de Tumbifara. La charte de Tumbifara est venue quand le djinn a donné des flèches aux Khassonké pour les permettre de gagner pendant la bataille contre le Malinké. Il fallait que quelqu'un qui porte le nom de sa mère parvienne à tirer la flèche. Et là, c'était très difficile. Il y a eu 40 candidats, tous des princes. Mais finalement, c'est Yamadou Hawa qui a eu l'honneur, comme il faut le dire comme ça, et tirer la flèche. Donc, pour l'horoscope de sa vie, pour sauver le Khasso. Donc, à partir de là, le Khasso a été indépendant pendant 4 ans de guerre. Et avant, Yamadou a fait un pacte qu'on appelle la charte de Tumbifara. C'était en 777, où il mettait ses conditions sine qua non pour qu'il puisse accepter son holocauste pour faire gagner le Khasso. C'est de là-bas qu'est venu le partage de Khasso en 4 grandes familles qu'on appelle Bunda. La bataille a duré 4 années, 1677-1681. Et pendant ce temps, le Malinké était nombreux de 999 guerriers, tandis que le Khasso ne faisait que 333 guerriers. Le Khasso, à travers sa société, était fortement hiérarchisé. Comment en est-on arrivé là? Les 4 Bunda du Khasso, c'est Gimbaya, l'actuel Bafoullabé, le Dembaya, où nous nous trouvons, c'est-à-dire Kounyakari, la capitale, après Médine, aujourd'hui, la capitale. Il y a Safria, qui est la capitale, c'est Sero Djamanou. Et maintenant, Almamia, qui est de l'autre côté du fleuve, qui fait face à Logo. Le griot du Khasso est différent des autres griots. Pourquoi? Dans la mesure où le chef de griot est déjà choisi avant même sa naissance
Parce que dans le Dembaya, où nous sommes, où Médine est actuellement, il n'y a que 3 familles Sako qui se succèdent par le plus âgé pour être Djelikounti, chef griot. C'est pourquoi c'est différent des autres. Toute autre personne ou tout autre nom dans d'autres contrées peut être Djelikounti. Mais au Khasso, c'est uniquement ces familles, parce que ce sont ces familles qui ont fait la bataille de Toumbifra. C'est la récompense de la guerre. Le griot faisait la guerre en ce moment. Le griot faisait la guerre. Comme en exaltant les guerriers ou en participant même au combat. À Toumbifra, le rôle de Sako était de porter le Dundumba dans la famille et le battre jusqu'au centre de bataille. Arrivé, c'est avec ce sabre que nous avons hérité. Ça, c'est un sabre héritier du père, de son père aussi, comme il nous a dit, qui a servi à la bataille pour la libération. Et maintenant, à son retour, il reprend le même tam-tam pour le battre. Donc, quand la population entend ces coups de tam-tam, il se réjouit, il dit que les guerriers sont de retour avec du sens. Et les vrais Sako, à part les tam-tam de guerre, ne jouent pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est les chefs. Les Sako sont d'origine sonique. Prince sonique, venu au Khasso se confier au roi pour faire un pacte de Toumbifra et devenir chef griot. Donc, ils sont à égalité avec les Bamberanké, qu'on appelle les Diallo, sur le plan social. C'est des nobles comme ces Bamberanké. C'est pourquoi, après la bataille de Toumbifra, le partage fait, tous les Nyamakala ont dorénavant chef comme les Sako. Et chaque Bunda a ses Sako. Moi, Sako de Dembaya, je ne peux aucunement être chef griot à Gimbaya, à Baflabé ou à Safria. Et vice-versa. Même s'il se trouve que je suis le plus âgé. C'est par famille. C'est là la différence de griot. Et notre rôle, c'est la cour du roi. Nous avons droit à la parole. Et nous avons notre mot à dire quand le roi veut prendre une décision. On n'est pas là pour faire les commissions, les courses du roi. On est là en tant que conseiller spécial du roi parce que nous avons participé à toutes les batailles. Il y a un lien de sang qui est entre nous et le roi, c'est ce qu'on appelle le pacte du Dégué. S'il admet que l'histoire peut dans une large mesure expliquer tout, dans ce milieu, l'homme se définit par ses origines et ses racines. Tout naturellement, chaque segment social joue sa partition d'engagement dans la vie politique. Quand son co est féminin, là dans le code, il faut la mourir comme le faut. Ne faut la mourir comme le termine. Ne faut la nana. Mais n'est-ce de guélara parce que au lieu en sur place, on a qu'à relever. Mais jusqu'à la preuve du contraire, ne m'a relevé trop. Puisque si c'est une démission, ils ne s'intéressent pas à la culture du Khasso. Il y a jusqu'à présent ne pas parce que à qu'à digner, à qu'à digner. On t'a fait à qu'à perdre les francs. Khasso, bah pour Djong Khasso. C'est-à-dire Khasso, quand presque au mois de Djomina, là dans le code d'eau. Ni kera masake ini mo de jelendo on de confiance ou de jelendo ini on de confiance ou de jonye fadin sega fadin portoje fika mo do de soro ini mo be masharu saba nyonke olubu ka parla fo mo de ka kibolo ka de ma ini falin mo me parla nous be protéger. O de jong. Il a le mot de l'eau. Il a le mot de l'eau. Il crée là. Jong de bello. Je qui va faire gairo min crée jong de bello. Fin d'obéir. Une tsega sioma. Jong bolo. Jong yere bolo ne swake sanna jela ni duguma jela ben tele bulu o tije ga fo I bode sanfe amenyonye contre anga masake kama mbiye I bola duguma ambiye ina la nyumanye
an bɛ ɲɔgɔn ye i na ni juguman ye an b'i ye n'i y'a mɛn masakɛ bɛ sigi i bɛ fanga sɔrɔ yɛrɛ jɔnw de don. o de y'a to masakɛw yɛrɛ bɛ siran aw ɲɛ. o de y'a kɛ masakɛ yɛrɛ bɛ siran n'an ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ n'i y'a kɛ i b'a ye. Ils n'ont peur de personne. Ils vous disent c'est toi qui dois être chef et de gré ou de force on va s'installer. Le chef n'a pas le choix. Et personne ne peut les contester. Personne ne peut contester. Pourquoi? Mais c'est une convention entre les hommes. Ma diba nyata diba. Diba salamang. Kono khelo santamparo kono khelo diba salamang. Wanda Maria awa diba sido diba sarama. Awaru salama lega jonya jimla guji. Ninjale rosa Yangiri la bamori mama bamori karasa kubile salama lega ya muzani no ya muza. Bamori di ba kwanza la bamori. Tusubala gala la bamori nana la bamori karasa kubila ave salama lega kiri ya muzani no ya muza. Awata muza baya domina. Tanso baya domina. Bamoli silinera megile jaba silma gola kono khedon makulma. Awakule be jongo talala. Awajongkuru di yonyame. Kele me wuli gaso balle me tegi gaso to kele wuli bali ya ga luga ya yonyante ko kuti. Yongolo me banam bara pendo mo magaso kunumba wuli ga jomban horo ya. Dès lors, il est indéniable, lorsque les hommes veulent vivre en harmonie aussi longtemps que possible, que les valeurs fédératrices soient sacralisées, préservées et popularisées. Ce sont les hommes qui mettent le roi au-dessus des autres. C'est leur propre opinion. Autrement, le chef n'est au roi de personne. Le chef a la même formation que les autres hommes, mais à travers le titre qu'on lui confie, le chef devient le suprême, le chef suprême du canton. La chefferie de Médine, par exemple, ça c'est un droit et personne ne peut enlever au Diallo. Bon, la chefferie également, on a ça par héritage. Personne ne peut se substituer et dire que j'ai du poids ou même le plus pauvre, si la rotation lui arrive, c'est lui qu'on va introniser. C'est sans problème. C'est héréditaire. Quand les captifs nous installent, il y a certaines versions qu'on verse. On nous dit, d'abord vous êtes chef, un droit pour vous. Mais vous avez des devoirs également. La protection de cette couche-là. Cette couche, il faut la protéger contre n'importe quel ennemi. Même pas le coro. Alors, allez fa, allez moquer na fa. Ou sera ka jomara, ou sera ka granke umara, ou sera ka numara. Faut qu'on a ces joma. Quel make faut y make. En fila sigila. Ni ya donc a fait tcheka jomara, tcheka jali umara, tcheka granke umara. Il va faut kabli sisa. Ambi boala. Ambi boala. Là du dedo. Ni ya donc a fait ka kore min fle, ibe ka kore min kuna. Ni kore ka koto kunyo. Ikafu. Ambi bla me doleta. Ekelente. Ekelente. Lada de ibla sigila. Ne bora ndo de binai. Ni ne ko kitise kamugo munyu. Ambi boye doleta. Be fuyi. Ntoloka la sigi. Usibi jalo.
ni kantal jongul lakasi ala kay tatinya usibu jalo ijani ngulu menga imama kay sikitaka ol mantal lakasi imam tal bal fanfi imam bal noti imam bal musuti imam bal fuiti men kali jongul ni ko leke usibu ni ko ke isime simala isi ku tamanje me ni mawke a dobe no fede ni ngo botaje usibu jalo khali khawlem isi khali jongol ni na ga tara ni lempo kan wulita ni min di faman ma kadum kasola isi ku mabo jama tugo ku sigu ko molet lahidu min ba an ni nyogonce nati melembe an katlela an b'an gɛlɛya an denw ni an mɔdenw k'a dɔn k'a fɔ ko min de don donc hali n'anw tile tɛ anw ye nin ko nin sɔrɔ an mamacɛw n'an tulomasamaw de la donc hali n'anw tile tɛ a ko kelen ka se ka continuer. Ainsi, comme les autres familles fondatrices du Kasso, le Awa Dembaya n'a pas échappé aux assauts et aux convoitises des forces voisines. Après Kounyakari, elle s'est choisie comme capitale en définitive Médine. Son chef a été visionnaire et inspiré. Ma mairie descendait faire ses emplettes au comptoir flottant du commerce français à Kenyou, au site actuel de Kenyou. Et c'est ainsi qu'il a vu le site de Médine. Donc un site naturellement défendu par une chaîne de collines qui entoure aux 2/3 le site. Et du côté est maintenant, il y a le fleuve. Donc c'est un site défensif, un site véritablement stratégique. Et puisqu'il ambitionnait de créer ici un futur royaume kassonké, un nouveau Kasso, alors il se devait de choisir une capitale. Mais cela a coïncidé avec le retour de son pèlerinage du marabout Cheikh Sidi Aoul Baba, qu'on appelle Cheikh Sidi Al-Kébir, de Boutlimit, en Mauritanie, en République islamique de Mauritanie. Et celui-là, après une retraite mystique, a proposé le nom Médine en souvenir de Médine d'Arabie. Parce qu'il dit qu'il y a une ressemblance entre les deux sites, effectivement, entre Médine d'Arabie et ce site-là. Parce que Médine d'Arabie, la différence avec le site de Médine, c'est tout juste le fleuve. Cheikh Sidi Aoul Baba a laissé des traces à Médine ici. Parce que c'est lui qui a donné le nom de Médine à ce village en souvenir de Médine, l'Arabie Saoudite, à son retour de la Mecque. Et c'est lui aussi, Cheikh Sidi Aoul Baba de Boutilimit, qui a construit la première mosquée de Médine, en banco et pierre. En ce moment, ni les Français, ni même Elias Mar n'avaient découvert Médine. Aussi, dans cette histoire de Médine, c'est Cheikh Sidi Aoul Baba qui a donné 4 amulettes au fondateur de Médine, Awa Demba Diallo, pour les enfuir un peu loin du village. Et il a prédit 3 choses qui sont réalisées. 1. Il dit que le village va s'étendre partout où les amulettes ont été enfouies. Effectivement, on a vu ça parce que la ville de Médine a été prospère. C'était même écrit à la gare là-bas, ville de Médine. Il a dit aussi au pouvoir patriarche que finalement Médine sera en déclin. On a vu le déclin de Médine. Pratiquement tout le monde est parti. Mais, troisième position, il dit que Médine aura la renaissance de Médine. Médine, la perle du Kasso, ne s'est pas faite seule. Elle eut un rayonnement auquel auront contribué toutes les communautés d'alors. Un comptoir commercial exceptionnel, pôle d'attraction dans le Haut-Sénégal. La création de Médine remonte à 1820-24. Mais le nom est apparu dans les documents à partir de 26. C'est pourquoi on dit que la création remonte à 1826. Mais Médine a été créée avant 1826. Parce que comme je vous l'ai dit, Awa Demba il est monté sur le trône depuis 1803. Depuis 1803. Alors après lui, c'est son fils aîné, Kinti Sambala, qui est monté sur le trône. Ni sous Awa Demba, ni sous son premier garçon, Kinti Sambala, il y a eu un accord de création de fort ici. Parce qu'ils ont dit que, puisque c'est le roi du Dogo, Maram Fatma Sissoko, qui lui a accordé l'asile, est-ce qu'en acceptant la création d'un poste militaire français ici, l'autre ne se sentirait pas trahi? Donc c'est pourquoi Awa Demba n'a pas accepté Kinti Sambala non plus. Mais sous le troisième roi maintenant, qui se trouvait être le frère cadet de Kinti Sambala, c'est-à-dire Djouka Sambala,
deuxième fils de Hawa Demba, c'est en ce moment-là que le contexte avait changé. Parce qu'il y avait la menace de la Joma, il y avait également la menace des Bambara, Massassi du Karta, qui continuaient encore à harceler la descendance de Hawa Demba jusque-là. On dit que c'est la fille à Calais qui a servi de sacrifice. On l'a emmurée pour faire le tata du roi Sambala, du roi. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces gens-là restent intimement liés. La descendance de Calais et la descendance de Hawa Demba. Quelles étaient, comme vous l'avez dit tantôt, les grandes familles ici au niveau de Médine? Bon, la première grande famille d'abord c'est la famille royale, la famille Diallo. Quoi qu'on en dise, Médine est restée reconnaissante de cette famille-là. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, le chef de village, il est là pour le témoigner. C'est lui le chef de village, alors il est issu de cette famille royale-là. Les Diallo, on leur doit ça. Donc la première grande famille ici, c'est les Diallo. Maintenant, ils sont assistés par des familles Wolof, qui sont représentées par exemple par le doyen qui est là, Mikaël Gueye, qui est de la famille de Maître Lamine Kouragé. Et Maître Lamine Kouragé avait son tonton ici, qui se trouve être son père, Ibrahim Gueye. Et Ibrahim Gueye avait un père qui s'appelait Yagmar Gueye. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de familles Wolof ici. Il y avait également des familles mortes. Et par exemple, la famille Diko qui est là, c'est une famille morte. Bon, en dehors de cela, vous aviez des familles Mossi, par exemple les Traoré. Vous aviez des familles Bozo, comme les Konta qui sont là. Vous aviez des familles Somono, de Ségou, les Niaré, les Traoré et consorts qui sont là. Et toutes ces familles-là existent à présent à Médine ici. Donc, évidemment, il y a la famille Koïta Fofana. Mon grand-père, il était Koïta, mais mon père, lui, il était Fofana. Donc, il y a cette famille maraboutique aussi qui était là, qui ont été des imams à Médine ici. Et moi, je descends de ceci. Donc, c'est vous dire qu'à présent, encore les grandes familles qui étaient là, on les représente. Et la grande famille Sarr est là, le maire est issu de cette famille-là. Et moi, je vous dois tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, je le dois au chef de cette famille-là, père à son âme, le vieux Abdul Wahab Sarr, dont l'école porte le nom aujourd'hui. Ce n'est pas par attirance maraboutique, c'est par intérêt économique que les Wolofs sont venus, avec la collaboration des colonisateurs français. C'est ainsi que les Wolofs sont venus à Médine collaborer avec les Français. Et les Français étaient les propriétaires des compagnies et les Wolofs étaient les gérants de ces compagnies. Vous avez eu beaucoup de compagnies ici, de commerce, Biantesser, Fao, Saka, Niger, Sokopao, Périssac, Chavanel et Fils et autres sociétés. Toutes ces sociétés étaient à Médine. Bon, on les appelait à l'époque comptoirs ou factoreries. Avec les traitants, les Wolofs étaient les traitants, on les appelait les traitants. Bon, c'était les fonctionnaires de ces occupants, de ces Français. Ces Wolofs-là, ils étaient intellectuels. Donc, ils ont été des cadres d'ici. Bon, une fois, après avoir achevé les études supérieures, ils sont allés au dehors de Médine, du Mali, même de l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez Médine dans son état. Et ces gens-là, ils ont investi ailleurs. Et eux, ils ne peuvent plus s'installer ici. Mais c'est nous, les autres, les doyens, les grands frères qui sont là. Et on continue l'initiative de ces grands-parents, les Wolofs. Les Wolofs étaient là, c'était des, on peut dire, les capitalistes. Ils avaient beaucoup investi ici, à Médine. Les rois étaient propriétaires de terre, les Wolofs étaient propriétaires d'argent. C'est ce qui a fait que ces rois-là, nous, on est de la descendance de nos tantes, c'est eux. Bon, ces Wolofs, c'est quelques familles Wolofs ont pu épouser les filles Kassonké, les filles de ces rois-là. Après ces grands-parents-là, nous, on est restés en contact avec le peuple. On n'a pas de regrets. On a la fierté de rester Wolof, de rester dans l'ancrage du passé, de faire revivre le passé.
C'est tout, on n'a pas de regret. Pourquoi de regret? Il paraît que c'est vos grands-pères qui ont amené le Tchèpdjen à Médine. Évidemment, comme je vous ai dit, les Wolofs, étaient détenteurs de fortune, des capitalistes, ils avaient tout. Mais ils avaient une culture au-dessus des autres. Et bon, la cuisine Wolof est à peu près pareille à la cuisine française. Pourquoi la cuisine française? Parce que les Français étaient alliés avec les Wolofs. La cuisine Wolof et la cuisine française, c'était la même chose. Bon, donc, quand les Wolofs sont venus ici, comme le roi l'a dit, il y a le fleuve, il y a le poisson, il y a les bétails, tout ça. Bon, avec les femmes Wolofs qui savaient faire la bonne cuisine. Donc, le Tchèpdjen était réputé ici, à Médine. Le Tchèpdjen qu'on faisait à Médine ici était tel que le Tchèpdjen qu'on faisait à Saint-Louis. Les Français sont venus ici. Lorsque les Français venaient ici, pour leur cuisine, leur repas, mais c'était dans cette famille gay qu'on faisait nos tentes. Il n'y avait pas de différence. C'était tel comme les Français. Parce qu'ils ont eu une collaboration assez fructueuse entre eux, tout ça. C'est pour cela que le Tchèpdjen est devenu populaire ici. Et même aujourd'hui, il est devenu populaire, mais moins succulent, puisque l'économie a changé. Bon, le bon Tchèpdjen, il faut dépenser. Bon, même s'il y a des bonnes cuisinières, si la dépense n'arrive pas, le Tchèpdjen descend à zéro. Médine, au cœur du Dembaya, c'est le Tata de Djouka Sambala, mais surtout le fort. Pourquoi? Il y avait 3 motifs, 3 raisons. Parce que, d'abord, il fallait sécuriser les intérêts français. 2, il fallait protéger le village. Parce que c'était désormais leurs alliés. Les Français étaient des alliés au Kassonké. Donc, ils se devaient d'aider Djouka Sambala à protéger ces zones. Et troisièmement, maintenant, ça devait servir à jeter les bases de la pénétration à l'intérieur. Déjà, les gens parlaient de la conférence de Berlin, qui a eu lieu après, 30 ans plus tard, mais il fallait déjà aller prendre le maximum de terre à l'intérieur du Soudan, qui était une terre vierge, qui était une terre inconnue. Seuls les explorateurs avaient commencé à savoir ce qui était au Soudan. Les menaces se faisaient plus pressantes encore au temps de Djouka Sambala. Les réalités différaient. Donc, lui se devait de trouver un moyen pour défendre sa population. Parce que son premier rôle, d'abord, le premier rôle d'un chef, c'est de protéger sa population. On doit protection à sa population. À cela dont vous avez la charge de mener à bon port. Donc, c'est ainsi donc qu'il a... Sinon, auparavant, là, ça a même fait l'objet... l'échec des négociations a été à l'origine du renvoi de Duranton en France. C'est après qu'on l'a rappelé parce qu'on dit que seul Duranton connaît bien le Haut-Fleuve, il faut qu'il revienne pour que les négociations puissent aboutir. Et ça a coïncidé avec le retour de Faidherbe qui avait déjà servi en Algérie. Et en ce moment-là, donc, ils sont venus et ils ont négocié pendant tout le temps. Et ils sont arrivés ici en 1855, et Faidherbe avec sa délégation, accompagné de Ferdinand Duranton, ils ont négocié avec Djouka Sambala. Et Djouka Sambala a dit que vraiment il me faut un fort militaire ici parce que c'est sûr et certain que je serai attaqué. En ce moment-là, il y avait eu la rupture. Parce que avec le sac des traitants Wolof, le sac des traitants Wolof est à l'origine même de la rupture entre Djouka Sambala et El Hadj Omar. Pour El Hadj Omar, ces gens-là ne sont pas des musulmans et il a le droit d'user de leurs biens. Et vice-versa. Parce que si ces Français-là aussi tombaient sur les biens d'El Hadj Omar, ils allaient les piller. Donc El Hadj Omar a dit, Djouka Sambala, je n'ai fait qu'un devoir. Ce que j'ai pris là, ça m'appartient. Mes hommes sont allés faire le sac des traitants Wolof, ça n'a rien à voir avec toi. Mais Djouka Sambala, qui n'était pas homme qui avait sa langue en poche, a dit il a répliqué tout de suite pour dire que non, vous ne m'avez pas compris. Et vous n'avez rien compris dans cette situation-là. Ces gens-là, les traitants Wolof sont les représentants des Français, des compagnies françaises. Alors donc, c'est comme si on me les confiait aussi. Et surtout que ces ont été confiés au Kasso. Et ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans comme nous. Vous vous attaquez à ceci, mais vous vous attaquez à moi. Quand vous vous attaquez à me protéger, c'est à moi que vous vous attaquez. Donc il dit qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort que moi.
je ne peux rien vous faire, mais je suis venu vous offrir ma tête, je me suis fait accompagner que d'un seul sujet et qui ira rendre compte après de ce qui m'arrivera ici. Et là, Omar dit que je ne te ferai rien, tu peux retourner. Mais il dit qu'alors, si tu me laisses retourner à Médine, il faut te dire désormais que tu n'as pas d'amis là-bas, tu n'as qu'un ennemi. C'est ainsi que Faidherbe lui-même a quitté Saint-Louis avec des maçons indo-chinois et wolof. Et il est venu ici et toute la contrée a servi de main-d'œuvre parce que c'était la main-d'œuvre non rémunérée, le travail forcé en quelque sorte. Donc il faisait ça par rotation, chaque village envoyait un certain nombre. Ça a duré combien de temps? Bon, ça a duré à peu près 20 jours. C'est en 20 jours qu'ils ont construit le fort, du 15 septembre au 5 octobre 1855. Comment est-il conçu? Présentation. Le fort initial même occupait une superficie de 4 hectares et 400 terres. 4 hectares 600 terres à peu près. Nous sommes sur le fort initial même. C'est ce qu'on appelle les tours défensives. Il y en a 4. Vous avez une tour défensive par là, une par là. Il y en a 4 quoi. Et sur chaque tour défensive, il y avait un fusil mitrailleur. Donc, c'était pour la protection du fort lui-même. Mais après, là, il y a eu l'extension, parce que c'est après qu'on a ajouté la cour d'honneur là, et puis le mess des officiers. Donc, le mess des officiers qui abritait non seulement le logement du commandant, mais également les bureaux. C'est-à-dire qu'il y avait la poste, il y avait la justice. Évidemment, la justice, il y avait la justice indigène et il y avait la justice des citoyens. Comme élément du fort, je vous ai parlé tantôt des tours défensives. Vous avez le mur d'enceinte même qui enserre l'ensemble. Vous avez la vieille prison qui est là, à 2 cellules, la cellule des indigènes et la cellule des citoyens. Vous aviez les magasins de part et d'autre parce qu'il y avait le port militaire par là. Et donc, chaque fois qu'un aviso venait pour le ravitaillement du fort, on enlevait tout et on entrait par la porte de derrière là. Et on entreposait les armes et les munitions avec les vivres aussi des soldats dans ces différents magasins. Alors vous avez la poudrière qui se trouve au milieu, comme dans tout camp qui se respecte, parce qu'il faut préserver ce bâtiment-là. Et donc c'est là où on gardait les armes et les munitions. Et à côté, on montait 2 faisceaux d'armes. Bon, vous avez le vieux puits aussi qui alimentait le fort en eau, qui est là. Maintenant, si nous sortons du fort initial, nous allons maintenant dans la cour d'honneur. De la cour d'honneur, nous avons accès au bâtiment principal, un bâtiment colossal à 2 niveaux, qu'on appelle le mess des officiers. Et c'est ce mess des officiers qui abritait le commandant du fort et les bureaux. Donc, vous avez au rez-de-chaussée 4 bureaux et à l'étage aussi 4 pièces. C'est des pièces d'allée. Donc, on a restauré tout ça à l'initial. Mais en 2007, le fort était dans un état de délabrement total. C'est là où il faut saluer le gouvernement malien. Le gouvernement malien est à saluer. Toute notre reconnaissance va à l'endroit du gouvernement malien. Parce que dire qu'aucun partenaire financier ne l'a aidé dans la restauration de ce fort-là et que c'est un effort personnel du gouvernement malien avec le budget malien, ça c'est à saluer. Des initiatives comme ça sont à saluer. Dans la capitale du Hawa Dembaya, l'histoire retient des célébrités au nombre desquelles El Hadj Omar Foutiyou Tall, le prophète tout couleur, Faidherbe alias Faidherba pour les Khassonké, le gouverneur colonial, Paul Hall et Duranton. Autour du roi Hawa Demba, ils furent les plus en vue dans les pages dramatiques de l'histoire de Médine. Cependant, les cas Duranton et Paul Hall sortent de l'ordinaire, charme attractif. En ce qui concerne Fernand Duranton était un explorateur qui voyageait sur le fleuve Sénégal. Il était chargé de voyager pour voir les 2 rives du fleuve Sénégal, quelles sont les populations, quelles sont leurs coutumes, leur culture, etc., etc. Bon. Et en même temps, il représentait le commerce français sur le haut fleuve, comme je l'ai dit. Donc il se devait de défendre les intérêts commerciaux de la France. Et Dieu a fait que justement le fondateur du village Hawa Demba était encore dans les montagnes de Mameri. Donc il descendait au comptoir flottant du commerce français au site actuel de Kenyou. Et en ce moment-là, quand les bateaux venaient avec les marchandises du Sénégal, les indigènes prenaient leurs pirogues et on jetait l'ancre au milieu du fleuve. Et les indigènes prenaient leurs pirogues pour aller les rejoindre et ils procédaient aux échanges. Donc Hawa Demba descendait comme tout le monde
pour voir ces marchandises-là et faire ses emplettes. C'est ainsi qu'il a eu la chance de rencontrer Duranton, Ferdinand Duranton. Alors les deux hommes se sont estimés et ils ont noué une amitié très très, très sincère. De cette amitié, il y a eu un lien de mariage. C'est-à-dire Ferdinand Duranton s'est marié avec la fille de Hawa Demba, sa fille qui s'appelait Sadioba Diallo. Et de ce mariage mixte, le premier mariage mixte au Soudan français ici, en tout cas dans cette partie du Soudan français, au fleuve, sont issus 3 gosses. L'aîné s'appelait Philippe, qui était incorporé dans l'armée et qui fut tué par suite d'un duel en France. Entre-temps, on avait envoyé leur sœur cadette, qui repose dans le fort ici, auprès de son frère Charles qui était au Sénégal. Alors, au fin de l'envoyer auprès de leur grand frère Philippe. Puisqu'on venait d'apprendre la mort de Philippe, alors on l'a retourné ici. Et la fille, là, quand elle est arrivée au fort ici, ça a juste coïncidé avec le siège en 1857. Donc, on n'a pas pu la rendre à sa maman, Sadioba Diallo, qui se trouvait dans la cour royale. Elle est restée dans le fort ici. Malheureusement, la veille même de la délivrance du fort, elle a piqué un accès pernicieux. Donc elle est décédée des séquelles de cela. Et Faidherbe a autorisé à ce qu'on l'enterre dans le fort ici parce que c'était une métisse. Et c'est ce qui a fait que c'est la seule tombe qui est là. Sinon, les 109 tombes qui sont dans le cimetière militaire là-bas sont tous des tombes de soldats. Paul Hall, quand Faidherbe a négocié la construction du fort et que le fort a été construit, c'était complètement fini de 15 septembre au 5 octobre. Donc au 5 octobre, quand le fort est complètement fini, alors Faidherbe a confié le commandement du fort à Paul Hall. Mais contrairement aux insinuations des uns et des autres, Paul Hall n'était pas un soldat. Paul Hall était un administrateur. Et il était mulâtre comme chose. Né à Saint-Louis. Alors, mais c'était un agent commercial. Mais doué d'une intelligence et d'une stratégie sans pareil. C'est ce qui a fait qu'on lui a confié le commandement d'une garnison de 50 hommes. Donc, il était là comme un administrateur colonial. C'est pourquoi on l'a appelé le commandant Paul Hall, le commandant Paul Hall. Le commerce florissant du premier comptoir français sur le territoire de Khasso n'est pas sans conséquence sur la sécurité des négociants wolofs, mais aussi du pouvoir local. Alors, Médine ne connaîtra pas de répit. Il sera assiégé. Les raisons. Il y avait 2 raisons fondamentales pour que la troupe d'El Hadj Omar vienne attaquer Médine. Un, d'abord, parce que les propos tenus par Djoura Sambala à Kouloum devant cette auguste assemblée-là, les talibés d'El Hadj Omar n'ont pas pu digérer ça, surtout ces chefs de guerre. Ils ont dit jamais, durant toute notre existence, nous n'avons vu quelqu'un répliquer comme ça à El Hadj Omar. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous ai dit que le roi du Khasso, Djoura Sambala, avait laissé l'un de ses frères, Kartma Sambala, et l'un de ses neveux, Jojo Sambala, et Jojo Demba, accompagner la troupe d'El Hadj Omar dans son djihad. Quand il a voulu faire la rupture avec El Hadj Omar, il a demandé à ce que ses frères-là reviennent. Et son frère et puis son neveu. Et la troupe qui les accompagnait. Mais ils ont dit non, qu'ils ont conclu un pacte avec Dieu. Et ils ne vont pas rompre ça quand bien même il s'agit de regagner le bercail. Ils disent que Dieu avant tout, ils disent qu'ils ne reviendront pas. Alors, Djoura Sambala a répliqué pour dire que vous n'avez conclu aucun pacte avec Dieu, c'est moi qui vous ai envoyé. S'il y a quelqu'un qui a conclu un pacte avec Dieu, c'est moi. Mais vous êtes sous mes ordres, je vous ai envoyé auprès de lui. Maintenant, si je vous réclame, vous venez ici, quitte à ce que vous concluez votre pacte après avec Dieu. Et en ce moment-là, je vous laisserai partir. Devant leur refus catégorique, ils ont provoqué un conseil dans la cour royale. Et tout le monde était là. On a dit, bon, voilà quelle attitude ces gens-là ont adoptée. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ils ont dit, bon, s'il en est ainsi, Kartma Sambala et toute sa descendance seront bannis du trône du roi, de Khasso. Donc, Kartma Sambala se devait de demander à El Hadj Omar, voilà ce qui m'arrive à cause de toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me remettre dans mes droits. Donc, en quoi faisant? En attaquant Médine. Donc, pour toutes ces raisons-là, la troupe ne pouvait pas éviter d'attaquer Médine. Mais El Hadj Omar savait que Médine était imprenable.
Médine était imprenable, mais El Hadj Omar à cette époque-là était aussi très fort parce que il a vaincu beaucoup d'autres royaumes vassaux tout autour du Kasso en amont et en aval. Il voulait aller à Ségou et aller au Massina. Donc El Hadj Omar a continué, mais il a eu des problèmes dans le Bélédougou. Tous les Bambara du Bélédougou s'étaient opposés à El Hadj Omar. Et il voulait avoir des renforts à partir du Sénégal. Non seulement ça, mais il a vu aussi que ses alliés étaient coupés. Ses alliés étaient coupés par les Français de Médine, qui avaient poussé certains chefs à dénoncer les accords signés avec El Hadj Omar. Particulièrement Djoura Sambala a signé ces accords. Qui avait dit, Djoura Sambala a renoncé à ces accords-là. El Hadj Omar a décidé de venir punir Djoura Sambala et encore chasser les Français du fort de Médine. Madina Kelo, Madina Sigindalo. Le siège a duré 4 mois. Mais en fait, il y a eu 2 mois d'assaut. Pendant ces 2 mois, El Hadj Omar a mené 4 assauts, au cours desquels il a perdu près de 1000 combattants. Et il était affaibli. Il était affaibli. Mais il n'avait pas compris aussi que les Paul Hall, qui était le commandant du machin, était plus inquiet que lui parce qu'il avait perdu toutes ses munitions. Et du mois de juin, Saint-Louis avait déjà envoyé 2 bateaux pour venir secourir. Mais c'était la période de basse eau et ces 2 bateaux ont échoué à Stouroulé. Donc, El Hadj Omar il pouvait prendre Médine, mais il ne savait pas que les Français n'avaient plus de munitions. Et il ne savait pas aussi que les Français ne pouvaient plus avoir de secours, parce qu'il ne savait pas ce qui se passait à Stouroulé. Donc, il a porté, et en fin de compte, il a perdu militairement le combat. Il a perdu militairement le combat et s'est retiré à Saboussiri, qui était la capitale de son allié, le roi du Logo, Niamodi. Niamodi n'a pas remis en cause les traités passés avec El Hadj Omar. Pour la simple raison que Niamodi voyait d'un mauvais œil les 1200 francs de contribution annuelle que les Français accordaient à Djoura Sambala et qui le rendaient plus puissant. Donc lui, il était jaloux de cela. Il n'a pas voulu renoncer parce que les Français ne lui avaient pas accordé ça. Donc il est resté fidèle aux accords signés avec El Hadj Omar. Maintenant, il s'était retiré à Saboussiri avec quelques 2000 et quelques hommes. Et après Saboussiri, il a décidé d'aller vers Dengraï. Les conséquences furent désastreuses pour El Hadj Omar, qui avait perdu le crédit, parce qu'on pensait qu'il était invincible, et qui avait perdu des hommes, qui avait perdu des munitions, et qui avait besoin de l'allier. Parce que sa vitesse fut diminuée maintenant, il ne pouvait plus aller à Ségou au rythme qu'il voulait. Je ne crois pas beaucoup. Parce qu'après Médine, El Hadj Omar a continué avec force à l'intérieur du Mali, à l'intérieur du Soudan. Donc je ne peux pas dire que sa force a été diminuée là-bas. Je ne crois pas beaucoup. Le siège de Médine, c'est du 20 avril au 18 juillet. Médine occupait une place importante dans la stratégie de El Hadj Omar dans sa conquête au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand El Hadj Omar est arrivé à Médine, d'abord avant les Français, il avait signé un traité avec les chefs locaux qui avaient 2 points, se soumettre à la Tidjaniya ensuite, et le ravitaillement de sa troupe, signalant aussi que Médine était déjà islamisé. Mais El Hadj Omar voulait qu'il se soumette à la Tidjaniya. Donc quand le traité a été signé, El Hadj Omar est parti vers les Katap. Mais Médine avait 2 positions stratégiques, économiques et militaires. Même pour les Français également. Quand les Français sont arrivés à Caille, c'est à partir de Médine qu'ils ont commencé la conquête
en réalité. Quand El Hadj Malick a été informé que les Français se sont installés à Médine avec l'accord de Louga Samala et en même temps la construction du fort de Médine, donc El Hadj Malick s'est vu maintenant menacé. Donc si l'arrière base est occupée, donc il fallait revenir nettoyer la zone et avoir une position forte pour pouvoir continuer. Donc c'est comme ça qu'il est revenu en arrière pour pouvoir reconquérir encore Médine. Mais malheureusement pour lui, les Français avaient déjà installé les forts et il a perdu beaucoup d'hommes. Malgré ces péripéties, Médine survivra grâce aux initiatives de ses fondateurs et aux ambitions de ses habitants. Cette école-là, on suppose que c'est la toute première école du Mali, du Soudan français. Parce que ce n'était même pas le Soudan français, c'est sur le Haut-Fleuve, comme j'aime l'appeler. Oui, créée en 1870, le 15 octobre 1870. Et après l'école des Sœurs de Plormel, au Sénégal, c'est cette école-là qui est venue. Donc, cette école avait pour mission de former ces enfants-là à assister les administrateurs coloniaux. Et après cette école, donc, on envoyait l'élite à l'école William-Ponty. Et les Pontins, à leur sortie, on faisait le dispatching entre tous les pays de la sous-région sans tenir compte du pays d'origine. Et c'est pourquoi des Maliens, disons des Soudanais, se sont retrouvés en Haute-Volta, au Bénin, au Niger, etc., etc. Et vice-versa. Nous avons eu des cadres voltaïques, des cadres ivoiriens, des cadres guinéens, etc., qui sont venus servir ici également. Mais des personnages assez célèbres, comme Maître Lamine Kourakei, dont le descendant est là, Menkaïlou Gueye. Vous avez le docteur Doudou Fall, vous avez l'avocat Hassan Bouakar Gueye. Donc, vous voyez, il y a plein de gens comme ça, le vieux Lahaou Touré de Bamako, vous avez les Abdul Wahab Sarr, les Ibrahim Diko, disons, Dioman Sissi, qui était au Niger, qui était un ami au président nigérien. Donc, Djori Amani. Tous ceux-ci-là ont fait leurs études primaires dans cette école. Et nous-mêmes, nous avons eu la chance de faire nos études primaires là-dedans. Nous, c'est de 54 à 60 tout près là. Donc, nous sommes les Benjamins. Et nous sommes fiers d'avoir fait nos études dans cette école-là. Parce que vu ces illustres personnages-là qui ont effectué leurs études là-dedans, si on nous dit que nous aussi, on a eu la chance d'étudier là-bas, vraiment, ça nous fait plaisir. Au niveau de l'inscription sur les registres, le premier élève noir inscrit sur les registres de l'école, c'est Djamwar Diop, le fils d'un traitant Wolof. Donc, c'est vous dire que les Wolofs ils ont été les premiers à percevoir l'importance de l'école, des études. Et c'est pourquoi les tout premiers cadres étaient des Wolofs. En tout cas, des enfants des traitants Wolofs. Mais par la suite, au fur et à mesure, les gens, voyant ces cadres-là, les admiraient, les enviaient, et finalement, ils se sont donnés aux études. Quant à l'expression même, c'est-à-dire la façon de s'exprimer, vous voyez, il y a tellement de ressemblances entre le Médinois et le Sénégalais que finalement, on les confond. Parce que ces gens-là étaient confondus aux traitants Wolof, aux enfants des traitants Wolof, ils s'exprimaient tous en Wolof, etc., en Bambara, en Khasonké, etc. Siriman fi wani siriman ko la filima du mumba jinne musa shuka ko la filima ka jola abu sara wala ka khadi gay ko jamano banda puno ko musu be ko ka mutambati abu sara ja fura lu ko makan sara makan dadu sala naga tamba dudu sara Maliki salu jamano banda ini tili hunga yabi sarwa bore megelu jamano banda jamagare gila no ni so abudala manigelu jamano banda. Aujourd'hui, plus de 170 ans après sa création, on comprend aisément que la renommée de Médine s'est bâtie sur le socle de plusieurs compromis politiques, social et culturel, conduit par le génie diplomatique de Hawa Demba.
Grâce au poids des sacrifices consentis, mais surtout à la force des bénédictions, ce n'est donc pas étonnant que Médine renaisse. Nous sommes une commune aussi touristique. Le seul site touristique digne de ce nom au niveau de la région de Caille se trouve être à Médine, à travers le fort de Médine, mais aussi le chute de Felou. Donc le problème principal qui freinait un tout petit peu le développement du tourisme était l'accès, je vais dire, à ces sites touristiques. Donc le problème de désenclavement de ces lieux touristiques, mais aussi le problème de viabilisation de ces sites touristiques, parce que il n'y a pas trop d'opérateurs qui se sont intéressés à mettre en place des infrastructures d'accueil, des infrastructures d'hébergement et de restauration des touristes. Donc tout ceci, nous pensons qu'avec le contexte actuel de la route, de la rénovation du fort, de l'électrification, qui était déjà là depuis 2000, mais qui va être renforcée à travers la réhabilitation du barrage de Felou. Donc seront des projets d'envergure qui feront en sorte que notre commune sera une commune d'investissement qui va même attirer Caille par rapport à d'autres activités économiques. Médine, c'est la porte d'entrée de la pénétration coloniale française au Mali actuel, ex-Soudan. La preuve que le Kassonki a disparu au profit de Bambara, parce que c'est devenu un melting pot. Donc, tous ceux qui sont amoureux de l'histoire coloniale, de l'histoire à tout court, et tous ceux qui sont amoureux aussi de la culture, ils peuvent venir à Médine pour se ressourcer. L'histoire de Médine, il faut retenir deux choses. Évidemment, les gens quotidiennement disent par exemple que les Kassonké ont été complices de la présidence coloniale. Et ça, il faut aller au loin dans l'histoire que depuis 1700, des Français vivaient dans la cour des Kassonké. Et que la fille de Hawad Demba, la belle Sadioba, était mariée à Duranton en 1825. Et tous ces négociants vivaient dans la cour. Donc les Kassonké étaient devenus les parents des Français. Et El Hadji Malick étant venu avec des idées d'islamisation, alors que Dioura Sambala était déjà islamisé, mais les Français n'ont pas empêché Dioura Sambala de pratiquer sa religion musulmane tout en vivant dans sa cour. Mais quand lui est venu maintenant, et il a essayé il a dit non, moi je suis musulman, épargnez-moi. Moi je suis musulman, continuez votre chemin, allez chez les Bambara de Blédougou, et qui sont des animistes. Donc, et puis Fédère a accordé énormément d'importance, d'intérêt à Dioura Sambala. Il n'a pas pris de force les terres. Il a acheté les 4 hectares, il a acheté 5200 francs. Et il a donné une rente annuelle de 1200 francs à Dioura Sambala. Et il a dit, désormais je protège, mais toi aussi tu protèges les produits français. Tu facilites le commerce français dans le Haut-Sénégal. Donc c'est pour cela, et ça c'est important de savoir, que les Français sont rentrés à Médine sans violence. Et quand El Hadji Omar est venu, c'est avec violence. Et cela, les Kassonké sont un peu, jusqu'à présent, les Kassonké ne sont pas très chauds pour la violence. Avec son fort rénové, Médine s'ouvre de nouveau au monde. Il est un trésor à explorer pour mieux comprendre pourquoi la perle qu'elle fut a été convoitée, pillée, assiégée, mais jamais vaincue.